Le Burkina Faso frappé par un attentat sanglant, au moins 26 personnes tuées par un commando djihadiste qui s'est attaqué hier à un hôtel et un restaurant de la capitale à Ouagadougou. C'est le week-end et c'est une période dédiée à la ruée vers les plages. Nous irons donc à San Pedro pour y découvrir les rochers de l'amour. Il s'agit, vous le verrez, d'un site très spécial. Dans ce journal, on s'intéressera aussi à la Tunisie où les libertés chèrement acquises restent bien fragiles malgré une transition politique réussie. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Ouagadougou, la capitale burkinabé, frappée hier par une attaque sanglante. Au moins 25 personnes sont mortes lors de cet attentat terroriste mené contre l'hôtel Splendide, le restaurant Cappuccino. Les assaillants au nombre de 4 ont été abattus. Les otages ont été libérés grâce à l'assaut lancé par les forces spéciales burkinabées soutenues par les forces françaises. Le groupe Al-Mourabitoun de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar serait à l'origine de cet attentat. Christelle Menant. AQMI a encore frappé. Hier, 19h30, 2 véhicules explosent aux abords de l'hôtel Splendide situé avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Face à l'établissement, le restaurant Le Cappuccino, dont la terrasse est la cible de tir de djihadistes arrivés à bord de véhicules 4x4. Ils seraient 4, ils se retranchent dans l'hôtel avec des otages. Sur la terrasse du restaurant Le Cappuccino, gisent déjà une dizaine de corps sans vie. C'est horrible parce que tout le monde était paniqué et les gens étaient couchés et il y avait du sang partout. Et ils tiraient sur les gens à bout portant. Et la détonation, le bruit était trop fort. Au fait, c'est traumatisant. Honnêtement, c'est traumatisant et ce sont des gens, je pense, qui sont vraiment méchants. On les entendait parler et ils marchaient autour des gens qui étaient autour de nous. Et ils tiraient encore sur des personnes qui n'étaient pas mortes. À 1h30 du matin, un assaut est donné par des éléments des forces armées et de sécurité burkinabées. Ils sont appuyés par des forces françaises et américaines. Plus de 10 heures d'assaut, au bout desquelles environ 150 personnes auraient été libérées. En fin de matinée, on compte déjà officiellement au moins 26 personnes tuées. Les 4 djihadistes sont morts. Le 4e est abattu lors d'un second assaut donné sur l'hôtel Yibi, situé non loin des 2 précédents établissements. Des établissements réputés accueillir une clientèle d'occidentaux, de diplomates et d'hommes d'affaires. 18 nationalités figurent dans ce bilan macabre. Le président Kaboré s'est rendu sur les lieux. Un couvre-feu de 23h à 6h du matin a été instauré. Cette attaque intervient moins de 2 mois après celle du Radisson Blu à Bamako. Même mode opératoire, même revendication. Celle du groupe Al-Mourabitoun, dirigé par Mokhtar Belmokhtar et rallié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Alors, c'est la consternation et les condamnations face à l'horreur fusent à travers le monde entier. Ici, en Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, a adressé un message de compassion à son homologue burkinabé Marc Roch Kaboré. Il y témoigne la solidarité du peuple et du gouvernement ivoirien au peuple frère du Burkina Faso. Le chef de l'État qui condamne énergiquement ces actes barbares et injustifiés qui portent gravement atteinte à la dignité humaine. Et selon le Quai d'Orsay, 2 Français sont morts dans l'attaque d'hier à Ouagadougou. La France, qui, on le rappelle, a vécu récemment une situation presque similaire et depuis le traumatisme reste vif au sein de la population, surtout chez les jeunes déprimés. Ils sont nombreux à s'engager dans le service civique pour retrouver le sourire et la motivation. On surnomme les gilets bleus. On va où exactement, monsieur? En radiologie. En radiologie? Ils sont une quinzaine, comme Sarah et Nuptia, à faire leur service civique à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Leur rôle, accueillir les patients, leur réserver des taxis ou simplement leur tenir compagnie. En 4 ans d'existence ici, ils sont devenus indispensables. Moi, je fais souvent appel à eux pour me trouver un taxi conventionné au retour. Et c'est vrai que c'est génial parce qu'ils ont leur liste, ils savent ce qu'ils font. Enfin, on n'est pas obligé de tout le temps courir. Sarah a commencé il y a 1 mois. Elle a raté son bac l'an passé et le retente cette année. Le service civique lui a redonné confiance en elle. Je pensais vraiment qu'entre guillemets j'étais nulle, si je peux me permettre. Et en faisant le service civique, en fait, ça m'a redonné beaucoup d'énergie. Je me suis sentie vraiment utile et ça m'a redonné vraiment beaucoup de motivation. Et je me suis dit, en fait, si je suis là et je sers à quelque chose, et si moi je peux réussir, tout le monde peut le faire. Le dispositif, créé en 2010, s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans et dure de 6 à 12 mois.
Il est rémunéré 573 € par l'État. Dans le cas de Corentin, le service civique l'a sorti de la déprime et vient de déboucher sur un CDD de brancardier à l'hôpital. Ça a tout changé en fait. Je suis passé de je reste chez moi dans mon lit dans le noir à je vais travailler et aider les personnes malades en fait. C'est vraiment ce que je voulais faire et je suis vraiment très content de mon parcours. Depuis les attentats, les candidatures de jeunes sur le site internet du service civique ont plus que doublé, ce que confirme l'association qui encadre les gilets bleus de l'hôpital de Créteil. Les attentats, malheureusement, ont eu un effet très positif au regard des jeunes en se disant, bon voilà, il faut que je me mobilise, il faut que je m'engage pour une cause d'intérêt général. Et beaucoup de jeunes, aujourd'hui, en moyenne, par jour, je reçois 10 jeunes par jour. Des jeunes qui viennent maintenant spontanément présenter leur candidature. Il n'y a pas si longtemps, Théo Yamou allait lui-même les chercher dans les quartiers défavorisés. On s'intéresse à la Tunisie, ce pays qui a également été la cible d'attentats terroristes, a connu, vous le savez, une révolution il y a 5 ans. Malgré une transition réussie et une constitution votée en janvier 2014, les libertés acquises restent cependant bien fragiles. Boulet-Scan, c'était le nom de cyberdissident de Skanker Hamta sous le régime de Ben Ali. Le 6 janvier 2011, il est emprisonné puis torturé dans les geôles du ministère de l'Intérieur tunisien. Il avait 16 ans. 5 ans après la révolution, il trouve que les changements ne sont pas suffisants. Il y a un constat plutôt positif si on compare ces 5 années et la Tunisie d'aujourd'hui à la Tunisie de Ben Ali. Mais par contre, si on compare la Tunisie d'aujourd'hui à la Tunisie de laquelle on a rêvé le 15 janvier matin après le départ de Ben Ali, là, le constat est plutôt décevant. La Tunisie est citée comme exemple après une transition politique réussie. Sa constitution, votée en janvier 2014, proclame de nombreux droits et libertés. Mais d'après l'analyste Michael Ayari, l'ensemble reste encore fragile. L'État doit se renforcer à mesure que la liberté se renforce. Et ce n'est pas l'État qui se renforce au détriment des libertés. Et ça, c'est quelque chose de très grave, puisque en dehors du déclaratif, en dehors de la Constitution, qui ne s'est pas encore, disons, développée sous forme de loi, de code civil, etc., il n'y a pas grand-chose. Et si l'État, à un moment donné, continue d'être dans cette perspective, il va considérer que pour se renforcer, il faut qu'il réduise les libertés. La loi antiterroriste votée en juillet prévoit notamment 15 jours de garde à vue sans accès à un avocat. Abdesattar Ben Moussa, prix Nobel de la paix et président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, s'inquiète de l'état des libertés dans le pays. Je crois qu'on craint quand même, c'est vrai, on craint que sous prétexte de combattre le terrorisme, on porte atteinte aux libertés. Et il y a maintenant des pratiques d'atteinte aux libertés. En 2015, la Tunisie a été touchée par 3 attaques majeures revendiquées par le groupe djihadiste État islamique et qui ont fait 72 morts, dont 59 touristes. Suite au dernier attentat en novembre, l'état d'urgence a été déclaré, puis prolongé, normalement jusqu'en février. Retour en Côte d'Ivoire, on part pour le sud-ouest du pays, précisément à San Pedro. On va faire un tour sur ces belles plages. Demain c'est dimanche et vous serez nombreux à vous y rendre certainement. Sur l'une de ces plages, vous pourrez découvrir un site insolite. Il s'agit des Rochers de l'Amour, connu par Gassoro. La voie qui mène aux différents hôtels de San Pedro est en pleine effervescence ce deuxième dimanche du mois de janvier. Un dimanche très important pour certaines personnes. Il faut donc le célébrer en se rendant à la plage. Quand c'est le deuxième dimanche de l'année, tout le monde vient se détendre. C'est comme une fête. Si pour certains, ce dimanche est un jour exceptionnel, pour d'autres, c'est l'occasion de se récréer après une semaine de travail bien remplie. Dimanche, comme tout à fait, on va à l'église. Après le culte, on vient se divertir à la plage. Quand je viens à la plage, j'arrive à plus réfléchir, me divertir, oublier un peu les soucis. Il y a bien la joie, il y a la musique partout. Bon, quand tu es à l'aise. Rendons-nous sur l'une des plages. À l'entrée, de nombreuses motos stationnées. Une fois à l'intérieur, l'on est accueilli par un groupe de jeunes chanteurs. Une ambiance qui pousse ces jeunes filles à inviter leurs partenaires à les rejoindre. Non loin d'elles, on prend des forces. Ailleurs, on s'est fait une beauté. Sur la plage, il y a du monde. Enfants, jeunes, personnes âgées, célibataires, mariés, tous sont présents pour un même but. Profiter
de la plage. Aujourd'hui, à ce moment, j'ai eu l'envie de venir à la plage pour m'amuser parce que l'année 2016 m'a trouvé, c'était une joie. La plage est bien entretenue, que ça me plaît beaucoup de venir m'amuser avec ma petite Annie. Ce grand rendez-vous à la plage, une opportunité pour commerçants, vendeurs de lunettes et photographes de se faire un peu de sous. On peut y voir des personnes marcher dans le sable, d'autres s'adonner au sport. Quand certaines consultent le téléphone portable en vue d'apprécier les photos prises. Plus loin, c'est la baignade. Et quand certains s'éloignent, ils sont rappelés à l'ordre par les agents de sécurité. La mer, ça monte. On ne peut pas les laisser aussi nager comme ils veulent. C'est trop dangereux. Sous ces rochers, une buvette entretenue par le jeune Marius Lunéa. Des rochers qu'il fait appeler rochers de l'amour. J'ai dit le rocher des amoureux parce que j'ai découvert une femme ici. Une femme, vraiment, nous avons vu le haut, mais pas le bas. Elle avait une chevelure bien longue et tout ça. Marius, en tant coûte que coûte, nous fait découvrir d'autres secrets dans le couloir de bonheur. C'est un couloir où on expose les chaises quand la marée est basse. Vous pouvez vous asseoir là et consommer. On ne vous gêne pas. Il y a trop de monde, ça ne permet pas de réfléchir, donc il faut un endroit très calme. Ici, c'est propice, quoi. Dans tous les cas, les populations de la deuxième ville portuaire de Côte d'Ivoire profitent bien de leur dimanche sur cette plage. Et cette note triste, la dépouille mortelle de Steve Goury est arrivée dans la nuit d'hier à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'ex-international est décédé en Allemagne plusieurs jours après sa disparition. Son corps a été retrouvé dans le Rhin. La levée de corps du footballeur a eu lieu ce matin, suivie de l'inhumation au cimetière de Williamsville. Selon les enquêteurs allemands, notre compatriote se serait suicidé. Et on termine avec le CHAN 2016 au Rwanda. En match d'ouverture, la Côte d'Ivoire s'est inclinée cet après-midi face au Rwanda. Elle a été battue 1-0. 16 nations participent au championnat d'Afrique des Nations qui s'achève le 16 février prochain. Daniel Kwebi. C'est sur un coup franc à 22 mètres du but de Badra Ali que les Rwandais ont trouvé l'ouverture à la 15e minute. Le ballon bien travaillé d'Emery Mbasenge contourne le mur ivoirien et trompe Badra Ali, le gardien de but ivoirien. Un petit but qu'ils ont su protéger jusqu'à la fin de la partie. Les éléphants, manquant de mordant en attaque, ont même été au bord du chaos lorsque l'arbitre accorde un pénalty au Rwandais à la 60e minute. Mais Badara fait échec au tireur rwandais. La dernière demi-heure sera plutôt à l'avantage des protégés de Michel Dessuyé. Prompt à remonter le ballon, mais n'arrivant pas à porter le danger devant Eric Ndaïchimier. Finalement, moins sollicité que son vis-à-vis ivoirien. 1-0 pour le Rwanda qui débute bien son CHAN. Côté ivoirien, il faudra battre le Maroc mardi pour se relancer dans la course au second tour. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.